Bonjour à tous, apiculteurs et passionnés de l'apiculture et de la nature. Bienvenue à l'Abeille Noire. J'espère que vous êtes prêts à découvrir mon univers. Avant de plonger dans les détails, permettez-moi de vous dire que je compte vraiment sur vous pour vous abonner et liker cet épisode. Pourquoi ? Parce que sur YouTube, chaque abonnement et chaque like compte énormément. Il nous aide à continuer à créer du contenu intéressant et instructif pour vous tous. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le test de piégeage des rennes de frelons asiatiques, une initiative organisée par la région wallonne à laquelle je participe avec enthousiasme. Mais avant cela, laissez-moi vous emmener dans ma cuisine pour une petite séance de fermentation pour la santé. Au menu, du thé vert, du miel, une mère de John, une combinaison délicieusement bénéfique pour notre bien-être. Alors, si vous êtes prêts à explorer le monde des abeilles noires et à en apprendre davantage sur la préservation de notre environnement, ne manquez pas cet épisode. Allez, c'est parti, je lance le générique. Permettre au vernis de sécher parce que les abeilles n'aiment pas ce goût-là. Je remplace la défaillante ou la placette parmi cellules. Alors non, les abeilles ici ne sont pas des noires. Vous voyez beaucoup d'anneaux. Il n'y a presque rien. Et là, Certains disent que l'abeille noire est agressive, mais en fait je peux vous prouver que non, c'est pas du tout agressif. ça va durer 24 heures et puis il y aura plus de mois. Nous sommes le 23 février et il semblerait que la tempête a ramené du pollen. On les voit notamment dans les crocs. En fait, la semaine passée, il pas pas du Demander tout tandis que de préparer. Le John, mais qu'est-ce que c'est encore que ça ? Eh bien écoutez, l'origine du John est une énigme. Bien que fascinante, elle demeure enveloppée de mystères, plongeant ses racines dans un passé lointain remontant à une période où les civilisations anciennes naviguaient à travers les méandres de l'histoire. Ses origines connues, situées quelque part entre -1000 et -600 avant notre ère, échappent encore à une datation précise, laissant place à des conjectures et des spéculations. Les régions du nord de la Chine et du Tibet se disputent l'honneur d'être le berceau de cette boisson fermentée unique. Dans cette rivalité territoriale, chaque région revendique avec fierté l'héritage de cette tradition ancienne, alimentant ainsi le débat sur ses origines. Les ingrédients sont assez simples. Pour faire un demi-litre de John, vous aurez besoin de 2,5 g à 3 g de thé vert, alors si possible du bio et pas de l'aromatisé. Vous aurez besoin d'un demi-litre d'eau et de 60 g de miel. Alors pour les apiculteurs, c'est merveilleux car le miel, parfois, on a quelques difficultés à l'écouler. Là, ça va aller tout seul.
Les théories qui tentent de percer le voile du mystère de l'origine du John suggèrent que celui-ci pourrait être un ancêtre éloigné du kombucha, cette autre boisson fermentée bien connue. Selon ces hypothèses, le John aurait émergé à une époque où le thé noir et le sucre raffiné n'avaient pas encore été introduits dans les pratiques culinaires. À la place, le miel aurait été largement utilisé comme agent sucrant dans la fermentation, ajoutant une saveur distincte et des bienfaits nutritionnels à cette boisson. Pour ce qui est de la préparation de l'infusion, nous n'allons pas faire la cérémonie du thé. Dans ce cas-ci, nous allons essayer de retirer le maximum de matière azotée, d'éléments minéraux et d'oligo-éléments pour pouvoir nourrir le John. Et évidemment, nous allons, pour ce faire, laisser infuser une vingtaine de minutes après avoir fait bouillir 5 minutes les feuilles de thé dans l'eau. Après que nous ayons eu une infusion d'une vingtaine de minutes, nous allons filtrer les feuilles de thé pour récupérer uniquement le thé qui est vraiment bien corsé. Et ce thé sera refroidi avant d'ajouter le miel. Comme nous travaillons avec du vrai miel, nous avons besoin d'un miel cru pour garder tous ses bienfaits. Comme je l'expliquais tout à l'heure, certains disent que le John c'est l'ancêtre du kombucha. Que cette boisson fermentée était utilisée avec du thé vert et du miel avant que n'existe le thé noir et le sucre. Cependant, malgré l'intérêt suscité par ces théories, aucune preuve irréfutable n'a été trouvée pour étayer cette hypothèse. Le mystère persiste donc, ajoutant une couche de fascination à cette boisson énigmatique, prisée non seulement pour ses vertus rafraîchissantes, son lien potentiel avec l'histoire ancienne, mais aussi pour ses vertus prétendues médicinales. À présent que le thé a refroidi, je vais pouvoir y placer le miel. Donc je vais prendre ma balance et je vais mettre 60 g de miel pour 1 demi-litre de thé. Le miel utilisé pour faire le John a peu d'importance, bien que, d'abord, d'une part, il faut du vrai miel, du miel de vos ruches ou de chez un apiculteur du coin que vous connaissez et qui vous certifie qu'il a vraiment du bon miel. Ne prenez pas un miel de grande surface, car alors à ce moment-là, faites du kombucha et utilisez du sucre. Il faut du vrai miel. Alors, quand je dis que ça n'a pas d'importance, nous avons remarqué que lorsqu'on utilise des miels qui sont fort clairs, comme par exemple un miel de printemps, un miel de colza, on obtient une boisson qui est moins acide. Voilà, à présent je vais faire fondre le miel correctement en le mélangeant avec une cuillère. Alors on dit souvent attention, kombucha et John, ne pas utiliser, et même pour les kéfirs en général, de métal. Oui et non. Le métal inoxydable, ça fonctionne très bien. Maintenant, les autres métaux comme l'argent, comme l'aluminium ou du fer rouillé, évidemment, c'est très nuisible. Et attention, toujours respecter l'hygiène, bien se laver les mains, c'est vraiment super important avant d'utiliser ou de toucher le John. Et bien sûr, on se savonne les mains, mais surtout on rince énormément après. Il ne faut vraiment pas rester avec des traces de savon sur les mains si vous devez toucher le John. Alors, aussi bien pour le kombucha que pour le John est utilisé pour désigner et la boisson et en même temps le symbiote qui va former le John, c'est-à-dire la mer de John qui flotte au-dessus du thé. Certains appellent ça un champignon, mais en fait ça n'en est pas un. En anglais, le terme utilisé, c'est un acronyme d'ailleurs en anglais, on dit SCOBY. C'est l'acronyme qui veut dire culture symbiotique de bactéries et de levures. Une culture qui ressemble un peu, c'est la mer de vinaigre. Donc vous avez vu que dans un récipient propre, j'ai versé le thé au miel froid. Et à présent, je transfère cette mer, ce SCOBY de John, sur le nouveau thé. Et regardez la différence de couleur entre le thé qui n'a pas encore fermenté et celui qui a fermenté. Il y a vraiment une décoloration, une oxydation qui se fait. Cette fermentation, ce SCOBY a besoin d'oxygène pour pouvoir vivre. Et donc, nous allons placer par-dessus
Un sopalin, donc un essuie-tout avec un élastique, ça permet surtout de ne pas avoir de drosophiles, de mouchettes qui vont venir pondre dessus, les mouches du vinaigre finalement qui sont attirées et qui viendraient abîmer complètement la culture et la détruire. Ces mouchettes apportent des moisissures et vraiment de gros problèmes pour le Scooby et forcément ça nuit à l'hygiène de la boisson et après c'est nous qui devons la consommer, donc on a intérêt à la préserver. Alors ici vous voyez que je filtre la boisson car il y a toujours des petits résidus qui flottent alors qu'ils ne sont pas non comestibles, mais voilà, pour avoir quelque chose de plus agréable, c'est préférable de filtrer. Si vous désirez consommer la boisson telle qu'elle, vous n'êtes pas obligé de remplir la bouteille à fond. Cependant, si vous voulez la garder quelques jours de manière à poursuivre la fermentation et avoir une boisson très pétillante, alors remplissez un maximum la bouteille avec le liquide avant de fermer, avec, attention, une bouteille à fermeture mécanique. C'est un bouchon et une bouteille qui vont résister à la pression. On a déjà vu des bouteilles qui explosaient parce qu'elles ne sont pas adaptées du tout à une refermentation. Donc évitez les bouteilles décoratives, mais prenez plutôt des bouteilles qui ont contenu de la bière ou de la limonade par exemple. Là, elles sont vraiment parfaites pour ce type d'utilisation. Donc lorsqu'une mère de John est placée sur le thé mielé, il faut environ 4 à 6 jours pour obtenir la boisson qui est fermentée d'une manière consommable. Plus vous attendez, plus ça va s'acidifier. C'est pour ça que parfois il faut goûter très régulièrement pour voir si la boisson est bonne à boire ou s'il faut encore attendre. Alors comme vous avez vu, on a fait à demi-litre tout à l'heure, mais on peut bien sûr travailler avec des litrages beaucoup plus gros. Et ici c'est dans une carafe fontaine dans laquelle je fais le gin. Mais ça c'est parce que je consomme de grosses quantités. Donc quand j'ai tiré mes bouteilles qui vont rester là à peu près pour la semaine, eh bien je relance directement une autre fermentation. Et toujours en laissant entrer de l'oxygène au moyen d'un papier essuie-tout. Donc en fait il y en a certains qui utilisent des linges, moi je préfère un essuie-tout parce qu'on peut le jeter après chaque fermentation, ça va en compost sans aucun problème, mais au moins on utilise quelque chose de propre à chaque fois. Et souvent on me demande des jeunes John, et bien voilà une méthode pour en faire. Vous prenez un verre, peu importe son diamètre, vous versez un peu de la boisson fraîche et du thé mielé par-dessus, du thé froid. Vous refermez aussi avec un sopalin, comme indiqué plus tôt. De cette manière, les mouchettes ne savent pas venir pondre sur le liquide. Et alors, vous allez mettre ça de côté, dans une pièce, soit dans le noir, soit quelque part où il y a de la lumière, mais pas du soleil direct. Pas non plus de fumée, de cigarettes ou autre, ainsi que des graisses de cuisine qui peuvent retomber dessus. Et vous allez voir, votre John s'épaissit au fur et à mesure des jours qui passent. Et comme vous voyez, dans cette boisson, il y a toujours une fermentation qui se fait, des bulles de gaz se dégagent. Alors certains vous diront qu'il vaut mieux avoir une surface étroite, d'autres une surface large. Ben ça va faire avancer plus ou moins vite la fermentation. En général, plus il fait chaud et plus la surface est large, plus ça va vite pour fermenter. Voici un bel aspect tel qu'il doit être lorsqu'il est en surface. Alors c'est toujours un dilemme de jeter parce qu'on se dit si jamais j'ai un problème dans ma culture ou si on m'en demande, je n'en ai pas. Alors on peut faire aussi des hôtels. Mais attention, pas n'importe comment, ces hôtels, oui, on va mettre d'anciennes couches de fermentation, parce qu'à chaque fois, il y a une nouvelle couche qui se reforme, mais on va les mettre l'un sur l'autre, mais on doit les entretenir, donc c'est-à-dire que régulièrement, il faut les retirer, on enlève les plus anciennes, qui parfois collent un petit peu ensemble, et on remet quand même du thé sucré régulièrement, donc du thé avec du miel. Sinon, ces couches ne servent à rien d'autre qu'à prendre les poussières dans un coin. Sans soin régulier, le John finit par dépérir et il ne donne plus rien de correct. Et comme on l'utilise pour notre santé, il y a intérêt à s'en occuper correctement.
Le John est une boisson probiotique qui est bonne pour les intestins, bonne pour la santé et qui renforce le système immunitaire et apporte des vitamines et des minéraux. Et pour la santé, il faut en boire régulièrement. Mais attention, quand on commence, il faut y aller doucement. Un petit verre par jour jusqu'à ce que l'organisme soit habitué, car autrement, on pourrait faire de la détox trop rapide et parfois ne pas se sentir très bien ou avoir de gros problèmes intestinaux. Le John partage de nombreux bienfaits avec le kombucha grâce à des processus de fermentation similaires. En tant que probiotique, la consommation régulière du John contribue à apaiser et à renforcer la flore intestinale tout en stimulant le système immunitaire et favorisant une meilleure digestion. Et donc sur demande, je peux vous en envoyer, mais contre les frais de livraison évidemment qui seront à vos charges. Et j'espère que pour me faire plaisir, dans le colis, vous ferez ajouter au moins un petit pot de miel, ça me ferait plaisir car avant tout je suis aussi un apiculteur qui produit du miel. Alors, quand on fait du kombucha, quand on met une nouvelle mère dans le thé sucré, on doit garder une partie de l'ancien liquide, donc de la boisson terminée, pour réensemencer le tout. Avec la John, ce n'est pas nécessaire, il suffit juste de remettre la nouvelle mère dans le thé mielé et c'est reparti. Sinon, on a tendance à avoir quelque chose de vraiment trop acide. Ici, comme vous le voyez, ce sont plusieurs couches qui sont entassées l'une sur l'autre dans ce qu'on appelle un hôtel, c'est-à-dire des John qu'on n'a pas jetés dans l'attente de peut-être en faire quelque chose. Pour qu'ils gardent leur propriété, il faut régulièrement remettre du thé mielé par-dessus pour qu'il reste actif et jeter les plus anciens qui ne servent à rien. Ça ne sert à rien de conserver quelque chose qui va finir par mourir et pourrir sur place. Donc voilà, vous voyez ici, ce sont les fameux Scooby qui restent, qui sont moches, qui sont vieux. Et bien tout simplement, moi je vais les liquider, je les mets dans mon lombricompost et ça va très bien. Les vers s'en accommodent, ils aiment encore bien de les grignoter. Et finalement, on peut dire que ce n'est pas perdu pour tout le monde, ça servira quand même pour les plantations. Alors sur certains sites, on vous proposera des allégations de santé en disant que le John, comme le kombucha d'ailleurs, soigne la dépression, le cancer, l'arthrite, la constipation. Bon, moi j'ignore si l'un de ces bienfaits a été prouvé scientifiquement. Tout ce que je sais, c'est que ça m'apporte une boisson rafraîchissante, pétillante, pleine de tonus. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne santé et peut-être que vous aussi vous découvrirez cet élixir merveilleux en m'en faisant soit la demande, soit en allant sur certains groupes Facebook spécialisés comme celui de Kéfir, John et Kombucha. Maintenant que vous en savez un peu plus sur le John et ses incroyables bienfaits, je vous recommande vivement de rejoindre les groupes Facebook Kéfir, Kombucha et John pour approfondir vos connaissances et échanger avec d'autres passionnés. Vous pouvez également vous joindre au groupe de partage Kéfir, Kombucha et John Partageons tous ensemble pour découvrir et trouver ces délices de la fermentation. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo si vous appréciez le contenu que nous partageons avec vous. Votre soutien est essentiel pour nous aider à continuer à vous apporter des informations précieuses sur la préservation des abeilles noires et de l'environnement. Merci pour votre soutien continu. Mais maintenant, changeons de sujet pour quelque chose de plus pratique, le piégeage des reines de frelons asiatiques avec des couvercles pièges à visser. La région wallonne a mis en place une initiative passionnante pour tester ces pièges à grande échelle ce printemps. Je vais vous expliquer en détail ce processus et pourquoi c'est crucial pour la préservation de nos écosystèmes. Restez avec moi, ça va être intéressant. Comme elles volent sans stress nos abeilles au printemps. Et pourtant, le printemps marque le début de l'activité des fondatrices de frelons à pattes jaunes, anciennement appelés frelons asiatiques, qui cherchent à établir de nouvelles colonies. Capturer ces reines avant qu'elles ne fondent leur nid est essentiel pour contenir la prolifération de cette espèce. En réduisant le nombre de fondatrices, on peut espérer réduire le nombre de nids construits au cours de la saison estivale, limitant ainsi les risques pour la biodiversité locale et la sécurité des populations humaines.
Cependant, le piégeage printanier soulève plusieurs préoccupations, notamment en ce qui concerne la capture accidentelle d'espèces non ciblées. L'utilisation de pièges à noyade en particulier est vivement critiquée pour son impact sur la faune non visée. De plus, certaines législations, comme la loi de la conservation de la nature en Wallonie, protègent spécifiquement certaines espèces d'insectes, rendant nécessaire une approche sélective dans le piégeage. Pour répondre à ces défis, il est recommandé d'utiliser des pièges non létaux et sélectifs tout en fournissant des absorbants et des attractifs spécifiquement conçus pour les fondatrices de frelons asiatiques. Les pièges doivent être positionnés horizontalement et régulièrement surveillés pour libérer toute espèce non ciblée capturée accidentellement. Cette approche garantit une efficacité maximale tout en minimisant les dommages collatéraux sur la biodiversité locale. L'expérience menée par la région wallonne, en collaboration avec les apiculteurs locaux, revêt une importance capitale dans l'évaluation de l'efficacité et de la sélectivité des pièges. Cette expérience à grande échelle sur le terrain permettra de collecter des données précieuses pour valider ou invalider l'expérience du piégeage printanier dans la région. En examinant les résultats obtenus et en ajustant les méthodes en conséquence, il sera possible d'optimiser cette stratégie de lutte contre le frelon asiatique. Chaque participant à cette étude a reçu un kit. Ce kit comprend 2 bocaux qui sont gradués pour mettre l'attractif et le bioabsorbant, contient aussi un code et un QR code qui permet de remplir un fichier informatique. Chaque piège a un cône de piégeage à visser sur des bocaux TOC 82, un rouge, un jaune, parce que l'on ne sait pas encore si le frelon préfère le jaune ou le rouge. Il semblerait peut-être que le jaune soit quand même en laboratoire plébiscité par le frelon à pattes jaunes. Et concernant l'attractif, il s'agit tout simplement d'un mélange à 50-50 de grenadine et d'eau. Tous les participants ont le même protocole à respecter. Ils ont tous eu le même kit avec la même préparation pour attirer les rennes. Et maintenant, cette opération va se dérouler du 2 mars au 12 mai 2024 en changeant l'attractif ainsi que l'absorbant tous les 15 jours. Il est évident que les pièges ne vont pas tous piéger des rennes, mais ça permet aussi sur l'étude, je crois qu'il y en a plus de 800 qui ont été distribués, ça va permettre de pouvoir voir ce qui est intéressant, ce qui capture réellement. Si le diamètre du trou qui est à 8,4 mm permet réellement de n'attraper que des rennes de frelons asiatiques ou permet d'attraper autre chose. Bon, cela dit, pour l'instant, on voit que l'attractif est fort plaisant pour nos abeilles. Ça, il y en a quelques-unes qui rentrent dans les pièges. Lorsque vous avez collecté les données, en fait, vous faites le tour des pièges et vous regardez ce qui peut être pris dedans, qui peut être mort, parce que si ça rentre et que ça sort, ça n'est pas piégé. Ensuite, il suffit de remplir le tableau sur Internet, mais ça peut aussi se faire en format papier. Il suffit de remplir les données et donc on renseigne exactement ce qui a été constaté dans les prises, soit d'une manière journalière ou au moins tous les 2 ou 3 jours, voire maximum une semaine entre les 2 visites. Lorsque toutes les données sont remplies, il suffit de cliquer sur envoyer et là toutes les données qui sont envoyées sont collectées alors par le CRAO, donc la section wallonne de recherche. Malgré tout, on déplore quand même la mort de quelques abeilles lorsque l'on change l'attractif, mais pour l'instant, je n'ai toujours pas vu de frelons. Voilà, vous avez maintenant une meilleure compréhension du John et des méthodes de piégeage des rennes de frelons asiatiques. J'espère que ces reportages vous ont été instructifs et vous ont permis de découvrir de nouvelles façons d'interagir avec la nature et de protéger nos précieuses abeilles noires. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour soutenir notre travail et rester informé de nos prochaines publications. Vos interactions sont vraiment importantes pour nous, alors merci de faire partie de notre communauté engagée pour la préservation de la biodiversité et de l'environnement. Ensemble, restons connectés pour plus de contenu passionnant sur l'abeille noire et son environnement. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. La fois prochaine, nous agrandirons les colonies. Au revoir et bon début de saison!